Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Zoom Appalaches, on reçoit Amélie Hintz, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonsoir Amélie. C'est long Bonsoir. à dire, ça, Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Oui, Et c'est un long nom, mais on voulait qu'il englobe toutes les spécificités de nos membres. Donc, pour nous, l'autonomie, c'est important. Donc, on voulait qu'il reste dans le nom. Et qu'est-ce que c'est? Quel est le mandat de ce qu'on appelle, nous, dans le domaine des télévisions communautaires, la Fédé? Bien, la Fédé, c'est un regroupement national. Donc, nous, on a des membres partout au Québec. Donc, la plupart des télévisions communautaires autonomes de la province sont membres chez nous. Donc, on a le mandat de regrouper ces gens-là, de leur permettre se concerter, d'agir ensemble, de se rencontrer. On aide aussi dans des dossiers plus nationaux, donc des dossiers qui dépassent chaque télévision individuellement. Surtout côté réglementaire, par exemple, au Mhm, CRTC, mhm. mais aussi avec le gouvernement du Québec, qui finance en partie les télévisions communautaires autonomes. Donc, on a des liens avec eux. Puis, on essaie de développer aussi des projets, des outils pour aider nos membres. Puis, je dirais que c'est à peu près ça, là, évidemment. Là, on fait plein de petites choses au quotidien, mais nos gros dossiers, c'est ceux-là. Les télévisions communautaires au Québec, télévisions autonomes, où est-ce qu'elles sont? C'est sûr que nous, on est chanceux à Thetford Mines, on est une des plus anciennes au Québec, là. Donc, on a 45 ans, on est dans notre 46e année d'existence, mais où est-ce qu'elles sont, ces télévisions communautaires? Est-ce qu'on parle de... On est-tu un cas isolé, nous, puis ils sont tous à Montréal et à Québec? Où est-ce qu'elles sont? Non, ils sont répartis dans 14 des 17 régions administratives du Québec. Donc, je vais nommer les trois où on n'est pas. Ça va être beaucoup moins long Oui, que c'est de nommer ça. les 14. Donc, on n'est pas présent dans le nord du Québec, en Estrie et en Mauricie. Ah bon? Donc, quand même, il y en a, ça veut dire en Abitibi, à Gaspésie. Donc, on couvre très, très large. Tu sais, Côte-Nord aussi. Donc, ils sont très éparpillés partout dans la province. Et elles doivent être très diversifiées aussi. Ben oui, ça c'est sûr. Chaque région, mais aussi chaque télévision a son propre fonctionnement parce que, évidemment, une télévision, c'est géré par sa communauté. Donc, chaque télévision ressemble à sa communauté. Puis aussi, évidemment, il y a un impact sur le nombre de la population qui est Mhm. desservie. Donc, il y a des télévisions nécessairement qui diffusent dans une population beaucoup plus large. Donc, c'est souvent des plus grosses télévisions. Puis, il y en a des tout petites qui sont gérées par une personne à peine. Oui. Donc c'est ça, on va de 1 à 10 employés à peu près, là. OK. Alors, c'est sûr que, tu sais, je t'entends parler là, de la taille des télévisions communautaires et de leur diversité. Euh, Au cours des dernières années, on voit vraiment dans les grands médias nationaux une diminution des contenus locaux. J'imagine que ça doit vous interpeller, ça, au niveau de la fédération, de voir que l'information locale est de moins en moins... en fait, l'information qui provient des télévisions communautaires aussi est de moins en moins relayée au niveau national. Bien, c'est sûr que l'enjeu de la diminution de l'information locale, c'est un enjeu qu'on suit depuis quelques années. Donc, on n'est pas surpris de voir qu'on en parle de plus en plus. Puis, c'est sûr que pour nous, c'est très... en fait, le plus inquiétant, c'est que l'information locale, c'est vital pour le développement des communautés. Donc, quand on parle d'occupation du territoire, de l'importance des régions au Québec, ben si on sait qu'il y a de moins en moins d'informations locales, c'est sûr que ça nuit. Ça nuit à tout ça. Ça nuit aux régions en général, économiquement, mais démographiquement aussi, parce que c'est sûr que ça ne peut pas aider ça non plus. Donc, oui, c'est évident que c'est un dossier qu'on suit de très proche, surtout parce que ça touche, en fait, une des plus grandes missions de la télévision communautaire, qui est celle de fournir de l'information et des émissions locales à ses citoyens. Nous, on a une situation particulière ici à Thetford Mines et dans la MRC des Appalaches. En fait, on parle de nous dans les médias nationaux parce qu'on parle d'amiante. Donc, on parle Mhm. de dossiers qui sont très
litigieux, très polémique, où bon, on parle de nous quand ça va mal. Le rôle des télévisions communautaires, en fait, c'est de pallier à ces informations qui sont générales et qui sont négatives aussi, parce qu'on fait beaucoup d'informations qui est positive et qui met en valeur notre milieu. Et j'imagine que pour les TCA, c'est important aussi la mise en valeur du milieu dans lequel ils sont. Ben oui, parce que c'est ça, comme tu l'as très bien dit, souvent quand il y a des nouvelles vraiment des régions qui passent sur les canaux nationaux, ben c'est rarement pour les bonnes nouvelles parce que ça fait peu vendre, hein, c'est ça qu'on dit. Donc, c'est évident que je pense que ça vient renforcer le rôle des médias communautaires en général et de la télévision communautaire parce que nous, on est là pour donner des nouvelles. Peu importe c'est quoi, c'est pour parler de ce qui se passe chez nous. Donc, puis nous, on sait que ce qui se passe, ça dépasse les simples scandales ou les mauvaises nouvelles. Ça va beaucoup plus loin que ça, effectivement. C'est ça. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est important, puis que le rôle de la télévision communautaire, d'après moi, va demeurer pertinent encore très longtemps parce qu'on fait un travail que les grands réseaux n'ont plus les moyens de faire. Donc, c'est important. Nous, on a une niche qui est celle de l'information locale et on pourrait même dire ultra-locale parce que souvent, pour les grands réseaux, ou le gouvernement fédéral, le local, ça ne veut pas dire la même chose que pour nous autres. Sauf que je pense que c'est important que la population de Thetford Mines ou des autres villes où il y a une TV communautaire se voit à la télévision, entende parler d'eux à la télévision et qu'on sorte un peu des grands centres. On dit que les télévisions communautaires autonomes ont un très grand rôle à jouer au niveau de la démocratie et des choix de la population, afin que les populations puissent faire des choix éclairés qui les affectent directement. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, oui, parce que c'est une autre démission de la télévision communautaire ou des médias communautaires en général. C'est un peu, c'est l'éducation. Donc, c'est éduquer la population à, bien, premièrement, comment faire de la télévision, comment faire du journalisme, mais aussi comment repérer peut-être les fausses nouvelles. Puis, le fait qu'il y ait un média local qui parle des enjeux locaux, c'est sûr que nous, bien, pas nous, là, mais ça a été démontré par plusieurs études que ça faisait en sorte que les fausses nouvelles pouvaient moins circuler, puis qu'il y en avait moins parce que c'était plus facile à démentir quand tu avais la vraie information que quand tu as quelque chose qui arrive de tu sais pas trop où, mais quand il y a un média de chez vous qui en parle, ça veut dire qu'il a fouillé la question, il est allé interviewer des gens, donc nécessairement, ça l'aide à jouer contre ça, les fausses nouvelles, c'est un peu le nouveau fléau oui, de c'est l'Internet. Ça, parlons-en des fake news, parce que c'est justement un fléau qu'on voit principalement sur les médias sociaux, qui sont souvent démentis par les médias locaux, mais on voit de plus en plus là, les nouvelles s'en aller du côté numérique. Là. Les télévisions communautaires sont principalement installées dans ce qu'on appelle les télévisions conventionnelles. Ça doit être un enjeu d'importance pour vous autres, surtout face à la montée des fake news, là. Oui, bien, c'est sûr que l'Internet a toujours été perçu comme un outil complémentaire au canal traditionnel, au canal linéaire. Parce qu'il y a encore des gens qui écoutent la télévision, puis ça, dans les dernières statistiques le montrent aussi. Il démontre que la télévision et la radio, c'est encore la source principale de nouvelles de la majorité de la population. Puis ça démontre aussi que la télévision et la radio sont les deux médias en lesquels la population a le plus confiance. Donc, c'est-à-dire qu'ils voient moins comment une fausse nouvelle pourrait se rendre jusque-là. Jusqu'à la télévision ou à la radio. Exactement. Donc, il y a une très grande confiance. Et ce n'est pas au niveau de la presse, excuse-moi. Non, bien... La presse écrite. Non, dans l'opinion générale, en fait, c'est effectivement la télévision et la radio qui arrivent en haut dans le niveau de confiance que la population accorde aux médias. Donc, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous, évidemment, oui. Mais ça démontre aussi que le travail qu'on fait est perçu comme étant sérieux et on a une bonne réputation.
C'est sûr qu'au niveau des jeunes, on les voit de plus en plus sur les médias sociaux et de moins en moins. On dirait qu'écouter une émission d'une demi-heure, c'est tout un défi pour eux, tu sais. Euh, donc, au niveau des jeunes, est-ce qu'on voit une diminution de l'auditoire? Est-ce que c'est difficile d'aller chercher les jeunes pour s'impliquer dans les télévisions communautaires? Oui, ben c'est sûr, ça c'est un peu la question à 1000 pièces là d'un peu tous les médias, hein. Mhm. Là on dépasse juste les télévisions communautaires là, parce que tout le monde se pose la question, puis jusqu'à présent personne n'a vraiment la réponse parce que si on l'avait déjà trouvé, tu sais, Oui. le problème existerait déjà plus. Mais je pense que c'est là-dessus que va falloir travailler dans un futur très rapproché, en fait. Comment aller chercher les jeunes, comment mieux se positionner avec le numérique qui prend de plus en plus de place dans la vie de tout le monde. Donc, ça va être de comment revoir nos manières de faire pour garder de toute façon l'essence même du travail qui est fait chez les télévisions communautaires autonomes ne change pas. C'est toujours de donner des nouvelles de leur population locale. Et puis ça, parce que personne d'autre le fait. Mhm. Les grands réseaux sont en allés des Ben oui, régions. il y avait un journaliste permanent de la Tribune ici, la presse écrite, Mhm. qui n'existe plus. Les bureaux des grands réseaux nationaux de télévision non plus. Il y a des C'est bureaux ça. à Québec, à Montréal, et c'est à peu près tout. Ben C'est... c'est ça, c'est pour ça que je pense que le rôle qu'on a à jouer tu sais, partout dans la province, ce rôle-là va rester essentiel. Donc, c'est pour ça que je pense que jamais la télévision communautaire va disparaître parce qu'on occupe un créneau qu'on est un peu les seuls à occuper à la télévision, là, Oui. surtout en ce moment. Donc, ça va être de simplement, va falloir dépasser un peu les manières dont on voit les choses en ce moment, puis aller un peu plus loin pour trouver des nouvelles méthodes de travail, entre autres. Justement, vous avez à la Fédération engagé très récemment ce qu'on appelle un agent de développement numérique. C'est peut-être une stratégie pour pallier à cette nouvelle dynamique-là. Oui. Bien, en fait, ça fait partie du plan culturel numérique du Québec qui a été mis en place il y a déjà de ça 3 ans, le début du plan culturel qui s'étalait sur 5 ou 7 ans. Donc ça, c'est une partie du plan culturel que le gouvernement a décidé de mettre en place. Donc, l'agent de développement numérique, Qu'on va l'ADN. appeler l'ADN, c'est ça, oui, L'ADN, un exactement. ADN. Donc, eux, il va en avoir un dans chacun des médias dans chacun des regroupements de médias communautaires de la province, mais aussi dans les regroupements nationaux de la culture. Donc, ça concerne tout ce qui est culturel et communication au Québec. Donc, il va y avoir une quarantaine d'agents partout dans la province. Mhm. Puis leur mission, ben c'est ça, c'est sur les 3 prochaines années, c'est de développer le numérique, mais aller, en fait, essayer de trouver des nouvelles manières de faire, puis aussi de créer un réseau qui se parle entre eux, entre tout le monde qui est du domaine de la culture et des communications, pour pouvoir mieux comprendre c'est quoi, qu'est-ce que font les autres, puis probablement développer aussi des partenariats avec des acteurs auxquels on n'aurait pas pensé Mhm. au départ, avec qui on n'a pas de discussion en ce moment. Puis ces partenariats-là pourraient développer des nouveaux outils qui pourraient être utiles pour plusieurs regroupements, donc plusieurs organismes partout, des nouvelles manières de faire, du partage de connaissances, partage d'idées. Donc, c'est ça l'objectif, en fait, avec l'embauche de ces agents de développement numérique-là. Et puis là, ils vont rentrer en poste bientôt. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des projets qui vont s'en venir. Et puis, on a 3 ans pour penser à quelque chose, à développer quelque chose pour notre milieu. Puis, je pense qu'il y a un très grand potentiel. Puis, j'ai bien confiance qu'on va arriver avec quelque chose de très intéressant. Est-ce que la Fédération a déjà ciblé certains enjeux particuliers pour son ADN, des trucs auxquels il doit s'attaquer?
Est-ce qu'il y a vraiment des sphères là, du numérique qui vont être particulièrement importantes pour les télévisions communautaires? Bien, c'est sûr que pour commencer, l'ADN va probablement faire un peu un recensement de ce qui se fait en ce moment chez tous nos membres. Donc, il va falloir qu'ils voient avec toutes les télévisions communautaires autonomes, sont rendus où dans leur développement, qu'est-ce qu'ils font d'innovant, qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas avant, puis surtout les problématiques qu'ils rencontrent, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce qu'on sait que c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin de la même chose. C'est pas tout le monde qui est rendu au même endroit ou qui veut aller au même endroit parce que les besoins sont très différents, parce que les réalités sont différentes. Donc, ça va être de faire un peu un portrait de ça pour, après ça, amener des recommandations sur, bon, comment qu'on pourrait mettre en place des outils pour aider le développement des membres. Est-ce que ça pourra être, par exemple, un plan de développement numérique, comme un peu, on fait souvent des plans de communication pour les entreprises, les organismes. Bien là, ça serait un plan numérique, comment intégrer le numérique, mais comment l'intégrer de manière efficace pour que ça rapporte. Et là, je dis rapporte en guillemets parce que c'est pas nécessairement côté monétaire, mais c'est que ça rapporte aussi... des auditeurs. C'est ça, le développement de l'auditoire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est difficile d'aller chercher la relève, les plus jeunes, des fois, venir s'impliquer. Mais évidemment, si on réussit à les accrocher avec des émissions qui les intéressent, ça va les encourager à venir s'impliquer. Puis là, il y a un renouveau, puis c'est sûr que c'est un peu ça qui est visé, là. Un autre défi au niveau des télévisions communautaires, c'est le financement. C'est majeur. Et au contraire de la presse écrite, de la presse communautaire écrite ou même des radios communautaires, les télévisions communautaires ne peuvent pas faire de publicité commerciale. Donc, comment est-ce qu'on pallie à ça? Parce qu'au niveau des radios communautaires, c'est leur vache à lait, là, les publicités. Là, oui, c'est sûr. les radios communautaires et presse écrite aussi, oui, j'imagine. Eux, les radios en particulier sont propriétaires de leur licence. Donc, eux, ils n'ont pas les mêmes restrictions que la télévision communautaire qui, elle, souvent n'est pas propriétaire de sa propre licence, mais fait affaire avec une entreprise de diffusion, exactement, un EDR qu'on appelle. Donc, ils ne veulent pas, évidemment, le CRTC interdit la publicité commerciale pour ne pas faire de concurrence, justement, aux grands réseaux qui, eux, leur argument, c'est que eux, c'est avec la publicité qu'ils sont capables de payer les journalistes, justement, TVA, les TVA régionaux, par exemple. Oui. Donc, il faut se rabattre vers d'autres sources de financement. Il y a le gouvernement qui offre une aide au financement, une aide à la mission. Oui. Il y a aussi le décret gouvernemental du 4 %. Oui, le fameux décret là, qui date de quand même quelques années. Là. Oui, ça fait très longtemps que c'est en place. Mais ça n'a jamais été appliqué à la lettre. Bien, c'est un décret, donc c'est pas une loi. Oui. Donc, évidemment, ça n'a pas force de loi. Donc, ce décret-là dit, en fait, que les agences et ministères du Québec devraient investir 4 % de leur budget publicitaire dans les médias communautaires. Donc, moi, depuis que je suis à la Fédération, ça fait 5 ans, on n'a jamais atteint le 4 % mais en fait, on ne l'a jamais atteint depuis le début de la Fédération. De ce décret, oui. Non, exactement. Donc, on s'en est approché certaines années, mais jamais il a été atteint. Mais même s'il était atteint aujourd'hui, le fait est que le gouvernement a diminué ses investissements en publicité énormément dans les dernières années. Oui. Donc, même si on atteignait le 4 % on n'arriverait jamais même à ce qui est investi dans les médias communautaires il y a 10-15 ans. Donc, ça, c'est une autre partie de la problématique. Parce qu'il y a moins d'investissement, donc le 4 % le montant qu'on recevait, diminue lui aussi. Donc, c'est sûr que ça, c'est une autre...
c'est un autre problème. Donc, Parce qu'on a la nouvelle ministre qui a bien insisté lorsqu'elle a été la ministre Nathalie Roy, qui est la ministre de la Culture et des Communications, c'est tout ça? Oui. La Culture et Oui. Communications, qui a affirmé à plus d'une reprise depuis le début de son mandat qu'elle allait faire respecter le fameux décret ministériel. Oui, bien, elle, ce qu'elle a dit, en fait, à 2 reprises en entrevue depuis sa nomination, c'est qu'elle trouvait ça très important, puis elle comprenait pas pourquoi c'était pas respecté. Donc, c'est sûr que nous, on est très heureux d'entendre ça, parce qu'on pense que c'est surtout une question de volonté, un peu politique, mais aussi de connaissances, c'est-à-dire qu'il y a il y a toujours beaucoup de roulements au sein des ministères. Le staff qui est en place en ce moment, bon, il s'en va, il change de ministère, s'échange ça. Donc, l'information, des fois, se perd. Et puis, il y a tellement d'acteurs en jeu juste dans ce domaine-là que, ben, nécessairement, nous, quand on fait des représentations, on y va à peu près une fois par année juste pour parler du 4 bien, c'est sûr que si l'information se perd après, bien, le travail qui a été fait, c'est toujours à recommencer. Donc là, on se dit, bon, là, il y a une ouverture. Donc, on a été chanceux, on a pu rencontrer il y a quelques mois le ministère, justement, de la Culture des Communications. Puis, on développe avec eux un plan d'attaque pour voir ce serait quoi la meilleure manière de faire pour faire connaître ce décret-là à tout le monde. Puis, surtout qu'ils soient conscients de ce que ça leur apporte. Parce que nous, on pense vraiment que c'est gagnant, en fait, pour les ministères d'investir dans les médias communautaires parce que ça va chercher un bassin de population qui n'est pas nécessairement rejoint par les grands réseaux, par les grands distributeurs publicitaires. Ouais. Donc, je pense que ce serait un arrangement simplement gagnant-gagnant. Comment elle se finance? Donc, on parle d'une aide ministérielle, oui, notre fameuse subvention annuelle. On parle du décret des publicités gouvernementales. À part ça, comment on finance une télévision communautaire? Bien, il y a plusieurs télévisions communautaires qui ont mis en place des levées de fonds particulières. Donc, il y a des télédons, il y a des soupers bénéfices, des spectacles qui sont organisés. Mais le financement principal de la très grande majorité des télévisions communautaires autonomes, c'est le bingo. Le fameux bingo média. Oui, exactement. Donc, le télé-bingo, ça permet à plusieurs télévisions de vivre, en fait. Si le bingo n'était pas là, c'est sûr qu'il y aurait une crise financière vraiment plus importante que ce qu'il y a en ce moment. Écoute, quand on parle des TCA rapidement, comment on voit le futur? Quels sont les enjeux à venir? Bien, moi, je reste très positive, en fait, pour le futur parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on a un créneau qui est l'information locale que personne d'autre a. Donc, si on continue de démontrer l'importance du rôle qu'on a pour informer les populations, pour le développement des régions, le développement des territoires, l'occupation du territoire, le développement économique de toutes les régions qui sont en dehors des grands centres, moi, je pense qu'on ne pourra pas ne pas faire partie de l'avenir. Mais évidemment, c'est ça, il faut s'adapter au changement. Le numérique, là, prend de plus en plus de place, donc il faut absolument revoir nos manières de faire. Donc ça, c'est évident qu'on ne sait pas où ça va mener encore, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense, là, pour les prochaines années. Amélie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va souhaiter longue vie aux télévisions communautaires autonomes du Québec. Ben oui, absolument. Et on souhaite que notre Fédé continue de travailler pour nous. C'est sûr. Alors, mesdames et messieurs, je recevais Mme Amélie Hintz, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Là-dessus, on se laisse et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Zoom Appalaches.